20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Les factures de Sénélec en passe d'électrocuter les rapports entre consommateurs et agents de la société. Ils étaient nombreux ce lundi à présenter leurs factures au comptoir de l'agence Sénélec 6 à la Padoua pour manifester leur mécontentement. Les autorités promettent de réagir. Les étudiants du privé montent au créneau pour dénoncer le retard dans le paiement de leur bourse. Réponse du directeur de l'enseignement privé, Abdou Sen, affirme que les bourses seront un court délai. Et puis interpellé ces derniers jours par les élus locaux sur le fait de ne pas doter les mairies de moyens, Macky Sall apporte enfin la réplique que le chef de l'État nie ces accusations et défend l'idée d'un nouveau schéma qui s'impose avec la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. Le dossier du jour, lui, nous intéresse au fast-food mobile, un business lucratif pour ceux qui s'y adonnent, mais problème, la plupart des gérants ne disposent pas d'autorisation du service d'hygiène, un manquement qu'ils imputent à une méconnaissance de la procédure. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Léa Ndiaye, bonsoir et ravi de te retrouver. Mais également Zara Cissé. Rebonsoir à tous. Les habitants de Grand Médine s'offusquent de la hausse de leurs factures d'électricité qu'ils jugent injustifiées. Selon ces usagers, les factures servies par Sénélec ne sont pas conformes à leur consommation. Les consommateurs ont présenté ces factures aux autorités de l'agence de la Sénélec de la Padoua ce lundi. Ces dernières vont les étudier plutôt afin d'apporter des clarifications. Code Ndiaye et Youssou Baro. Les populations de Grand Médine jugent leurs factures d'électricité trop chères. Pour elles, ces factures ne sont pas conformes à leur consommation. Ils ont vu qu'on a eu raison. Parce que sur 1090 et quelques abonnés, si eux, à la Sénélec, ils disent qu'ils ont trouvé vraiment qu'il y a 580 clients dont leur facture est normalement en hausse, de 100 à 150 000 ou bien plus de 100 000 francs, ça veut dire que quelque part on a raison. Moi, je suis gérant de fast-food. Durant tout le mois de Ramadan, j'avais fermé boutique. Malgré tout, j'ai reçu une facture de 140 000 alors qu'auparavant, j'ai payé 70 000 francs CFA. Le chef d'agence de la Sénélec de Padoua apporte des clarifications sur ces factures. La facture, elle concerne la période juillet-août. Ils ont fait des comparaisons entre les deux factures qui se suivent. La facture qui précède, c'est pratiquement pendant une partie de la fraîcheur. Donc on ne peut pas comparer la fraîcheur et la chaleur en termes de consommation. Il y a eu 511 clients qui ont des factures qui ont baissé. Et il y a eu 580 après, les factures ont haussé. Il y en a qui sont dans une fourchette de 10 000, entre 10 000 et 5 000. Après discussion, les deux parties adoptent une solution. Ils vont essayer de recenser les problèmes d'abord globalement, sous forme de liste. Ils vont revenir vers nous maintenant pour dire que voilà ce qu'on a recensé comme problème. Et nous, à notre niveau maintenant, on va essayer d'analyser au cas par cas. Pour chaque cas qu'on a analysé, on verra maintenant s'il y a erreur, on reconnaîtra comme on a l'habitude de le faire. Alors que leurs parents étaient en pleine discussion dans les locaux de la Sénélec, les jeunes du quartier ont manifesté leur colère. Mais ils ont été vite calmés par leurs parents. Tout a bien fini. Mécontentement des étudiants orientés dans les universités privées, ces derniers dénoncent le retard dans le paiement de leurs bourses. Et ils invitent le chef de l'État à tenir ses promesses, sans quoi ils menacent de reprendre les manifestations. Mbaké Amar Adamagay. Les étudiants orientés par l'État dans les universités privées très remontés contre le ministre de l'Enseignement supérieur, la cause, le retard du paiement de leurs bourses, qui pourtant devrait connaître une augmentation. Il dit que ceux qui sont en deuxième année, s'ils n'ont pas une bonne mention, c'est-à-dire une moyenne supérieure ou égale à 12, ils n'auront pas de bourse, ils vont leur octroyer une aide. L'étudiant qui a bossé pour arriver en deuxième année, l'étudiant à qui tu as privé tous les privilèges, l'étudiant à qui tu l'as exclu du campus social, l'étudiant à qui il n'a pas droit accès à la restauration universelle, l'étudiant à qui il n'avait pas de bourse, cet étudiant-là donc, s'il se décarcasse pour arriver en deuxième année, quelle que soit sa moyenne, il a une moyenne quelle que soit sa moyenne, il a ses 42 crédits, il est en deuxième année. Cet étudiant-là, il mérite vraiment d'être récompensé par une bourse de 35 000. Ils interpellent directement le président de la République pour qu'il prenne ses responsabilités.
c'est lui la première personne morale de ce pays. C'est à lui de prendre les responsabilités. On ne peut plus travailler, on ne veut plus travailler avec un ministre qui nie tout dialogue et toute concertation, un ministre qui aime faire du bras de fer avec ses étudiants. On ne veut plus travailler avec ce ministre-là. Il n'a qu'à prendre départ et aller avec ces réformes-là, aller avec ces critères de sélection-là pour l'obtention de la bourse. Les étudiants exigent le paiement immédiat de leur bourse. Nous exigeons le paiement des bourses de 35 000 d'une manière effective et immédiate dans les plus brefs délais. Et s'il ne le fait pas, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Ils sont un peu plus de 5 900 étudiants à être orientés par le gouvernement dans des instituts de formation privés. Et la réponse des autorités ne s'est pas fait attendre. Le directeur de l'enseignement privé indique que les bourses seront payées dans un court délai. Quant aux revendications liées à l'accès au restaurant et à la bibliothèque universitaire, Abdou Sène indique que cela ne figurait pas dans les engagements du ministère. Aminata Mbaresso et Adam Agaï. Ces étudiants, ce sont ceux orientés dans les universités privées faute de place dans le public. Aujourd'hui, ils dénoncent un retard dans le paiement de leurs bourses. Le directeur de l'enseignement supérieur privé rassure. C'est un contexte général. Vous savez le contexte qu'il y a par rapport aux bourses, le retard globalisé. Je ne vais pas revenir sur ça, mais c'est ça. Mais ils seront payés. Cette année encore, il a même décidé de revaloriser leurs allocations et ils seront payés incessamment. L'accès au restaurant universitaire et à la bibliothèque universitaire, des revendications qui ne figurent pas dans les engagements du ministère. La concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur l'année dernière avait décidé de désengorger l'UCAD, qu'on travaille à faire de sorte que les effectifs de l'UCAD soient réduits. Je pense qu'il ne convient pas, dans ce contexte-là, de demander à l'UCAD de prendre en charge d'autres étudiants qui viennent d'autres établissements. L'État s'est engagé à leur payer les frais de scolarité. L'État s'est engagé à leur payer jusqu'à la tenue qu'ils portent. L'État s'est engagé à leur donner une allocation d'études. Pour le moment, vu les moyens de l'État, c'est à cela qu'on peut s'en tenir. Entre 2012 et 2013, la direction de l'enseignement supérieur a orienté près de 10 000 bacheliers dans des universités privées. Un projet pour décongestionner l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, confrontée à un surnombre. Parlons à présent, Sarah, de cette rencontre qui a réuni le chef de l'État avec les élus locaux ce lundi. Une rencontre qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. C'était au Grand Théâtre de Dakar ce matin et le thème a porté sur le dialogue des territoires. Ibrahima Kamara, compte rendu. L'acte 3 de la décentralisation engage désormais le Sénégal. Elles sont 599 collectivités locales, dont 552 communes, 5 villes et 42 conseils départementaux, tous désormais soumis à cette réforme. L'acte 3 est une réforme consolidante de notre politique de décentralisation. Elle ouvre ainsi une nouvelle ère de gouvernance publique au Sénégal. Cependant, la réforme ne saurait optimiser ses effets positifs sans une politique de déconcentration approfondie et pragmatique. Les élus locaux ont tenu à souligner des manquements. La parité, les difficultés liées au budget de fonctionnement ont aussi été remises en cause. La loi est formelle et au niveau de la loi, nous avions quand même pris les précautions pour avoir intégré dans le code électoral cette conditionnalité qui voudrait que tous les qui ne respecteraient pas la parité ne soient pas recevables. Je pense que c'est des garde-fous qui mériteraient d'être effectivement pris. Nous qui sommes venus, qui sommes des nouveaux élus, on n'a pas de budget. Le budget qui a été voté par les présidents des conseils ruraux est devenu caduc. Donc on est en train de voir, d'ailleurs il disait, dans les 3 mois qui arrivent, il faut faire un nouveau budget spécial qui permette aux nouveaux maires de fonctionner. Mais l'information est venue très tard. Le président de la République a tout de même pris l'engagement de ne jamais se dessaisir du fonctionnement des collectivités locales sous condition que ces dernières respectent les orientations budgétaires définies par le nouveau Code général des collectivités locales.
Et le chef de l'État que vous venez de voir sur ces images n'a pas manqué de revenir sur un certain nombre d'aspects liés à cette réforme, mais aussi sur un certain nombre de pics que lui ont lancé bon nombre de ses adversaires politiques. Macky Sall nie avoir dépourvu les mairies de Dakar, Pikine ou Guédiawaye de moyens. Il défend plutôt l'idée d'un nouveau schéma qui s'impose avec la mise en place de cette réforme. Les propos du chef de l'État sont recueillis par Ibrahima Kamara et Modou Diop. Il ne faut pas dire qu'on combat le maire de Dakar ou le maire de Guédiawaye ou le maire de Pikine. Ça ne correspond pas à la réalité de la réforme de l'acte 3 de la décentralisation. Les communes sont autonomes. Donc nous sommes dans un autre schéma. Il ne faut pas prendre des commentaires qui étaient valables dans un schéma antérieur, vouloir les appliquer dans le cadre de cette réforme. C'est pourquoi les bases de calcul ne sont pas tout à fait appropriées. Quand vous dites qu'il n'y a que 5%, 5,5% de la TVA qui est allouée aux collectivités locales. Je sais que le président Alelo est un expert, mais là, il faut qu'on revoie les bases du calcul, président Alelo. Que faites-vous alors du BCI décentralisé? Tout le budget consolidé d'investissement transféré de l'État central vers les collectivités pour la construction des salles de classe, la construction des postes de santé et pour ce que nous pourrons faire avec de nouvelles compétences, quoi qu'il faudra faire la somme de tous ces transferts pour détenir le taux et le calcul qu'il faut déduire de la TVA. Des nouvelles du procès de Karim Wade, un malaise du prévenu Aliou Samba Diassé, administrateur d'ABS, a obligé ce lundi le président de la Cour spéciale à suspendre l'audience. Le co-inculpé de Karim Wade, accusé d'avoir aidé et assisté l'ancien ministre des Infrastructures à s'enrichir de manière illicite, a auparavant nié les faits qui lui sont reprochés. Aux questions de la Cour et du parquet spécial sur la constitution de la société ABS, le prévenu a apporté des réponses quelquefois contradictoires à celles contenues dans les rapports de la commission d'instruction et d'enquête de la gendarmerie. Le procès reprend ce mardi et Aliou Samba Diassé va être confronté aux co-prévenus Karim Wade, Mbaye Ndiaye, Pierre Agboba et Pape Mamadou Pouye. Édition 2014 du pèlerinage à la Mecque, les voyagistes privés ont pris les devants en bouclant leur dossier d'inscription et ce bien avant la date butoir. Avec une clôture initialement prévue le 1er septembre mais finalement reportée au 17 septembre prochain, c'est un sujet de Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dia. Madame Sen et Monsieur Signaté, deux voyagistes privés, ils ont très vite compris les enjeux du pèlerinage 2014. Leurs opérations d'inscription, ils l'ont très tôt bouclé. On nous a alloué 50 pèlerins et Dieu merci, on a les 50 qui sont inscrits et voilà, on a bouclé pour les formalités. À notre niveau, on n'a pas eu trop de soucis. Nous avons 130 pèlerins. Auparavant, nous avions 150. Mais avec donc la décision de l'Arabie Saoudite, nous sommes à 130. Et comme j'ai dit, à notre niveau, ça s'est très bien passé. Nous avons plusieurs vols. Donc nous avons deux vols normalement qui partent le 23 septembre et un autre qui part le 24 septembre, Inch'Allah. Comme en 2013, le quota du Sénégal a été réduit cette année, une situation qui nécessite une bonne organisation. Nous avons notre produit, nous l'exposons bien, nous l'expliquons bien, nous avons notre clientèle et là nous prenons les devants, nous ciblons d'autres clientèles. Le voyage, ça se prépare au fait. Donc si les pèlerins sont préparés à ça, donc toutes les conditions sont réunies pour que tout se passe bien et qu'on boucle rapidement les choses. Après la psychose du virus Ebola, les voyagistes privés se disent maintenant rassurés. Ils espèrent que le Hajj va se faire sans difficulté. Allez, destination le sud du pays, hivernage 2014. L'inquiétude demeure chez les paysans de la région de Ziguinchor et pour cause l'insuffisance d'engrais, une situation qui risque de plomber leur production. Et c'est une correspondance signée Boubacar Diassi. Les paysans de la région de Ziguinchor ne sont pas les mieux lotis dans la partie sud du pays. Si les semences sont venues, les semis n'ont pas tenu toutes leurs promesses. C'est le cas dans une bonne partie du département de Bignona. En tout, nous gérons 25 villages. Depuis le mois de juillet, les semences sont venues. Il y a le riz qui est venu. Il y a quelque part des paysans qui ont dit que les semis ne sont pas sortis. Bon, c'est étonnant quand même.
Les paysans pensent que cela pourrait bien être la conséquence de la non-disponibilité d'un certain nombre d'engrais indispensables. Le triple 15, c'est l'engrais la plus sollicitée. Mais jusqu'à nos jours, on n'a pas eu encore le triple 15. Le 6-20-10 aussi, on le demande aussi, mais il n'y en a pas. Le 15-16 aussi, il n'y en a pas. Nous avons eu que 30 tonnes d'urée seulement. Pour 25 villages. Pour 25 villages. C'est insuffisant. Les paysans de la région de Ziguinchor ne désespèrent pas de voir le bout du tunnel après la nomination de Moustapha Lo Diatta, originaire de cette partie du pays, comme secrétaire d'État chargé des organisations paysannes. Parlons de toute autre chose à présent, la vente de noix de coco, un business lucratif pour ceux qui s'y adonnent. Sur la corniche, il n'est pas rare de voir des sportifs venir se désaltérer auprès des vendeurs. La noix de coco, un fruit aux multiples vertus, autant apprécié des sportifs que des automobilistes. C'est un reportage signé Aïssatou Païfala. Mamadou Doumbia est vendeur de coco. Ses noix de coco, il les étale sur son chariot. Il attend patiemment les clients. À l'aide d'un couteau, il débarrasse la noix de sa bourre. Ses gestes, il les répète souvent. Cela fait longtemps que je fais ce travail. Je reste 8 mois au Sénégal et le reste de l'année, je retourne en Guinée. Mes cocos viennent de Casamance, de Joal et de Mboro. Nous nous approvisionnons à la cité capverdienne. Les prix varient entre 300 et 400 francs. Les sportifs et automobilistes achètent souvent. Cherti Yansi vient se rafraîchir sur la corniche. Une bonne eau de coco après le sport lui procure du bien. Je m'entraîne ici. Dès que je finis de faire du sport, je viens boire du coco pour me rafraîchir. Dès que je bois le jus, je sens un peu plus de force en moi. Cela me procure une autre sensation. J'ai plus d'entrain et je me sens parfaitement bien après. J'aime bien déjà le produit. Et puis bon, par rapport à lui, depuis le temps qu'il est là, donc on arrive à sympathiser avec lui et puis bon, de temps en temps lui faire plaisir. C'est un produit naturel et donc c'est un bon jus quoi. Amadou Diallo nous vante les vertus de la noix de coco. Depuis 20 ans, il vend ses produits sur la corniche. Le coco soigne beaucoup de maladies que je ne citerai pas. C'est un produit naturel et sain. On n'y a rien ajouté, c'est un produit pur, sans artifice. C'est Dieu qui nous l'envoie. Il soigne, donne de la force et de la vitalité. Même les écorces se soignent. Les bienfaits et vertus de la noix de coco sont multiples. Les sportifs ne diront pas le contraire et les vendeurs continuent, eux, de se frotter les mains. Hors de chez nous à présent, 6 morts et 22 blessés dans l'effondrement d'une usine de teinture de textile au Caire. Une catastrophe qui serait due à la construction d'un 3e étage en violation du permis de construire qui ne prévoyait que 2 étages. Et puis ce naufrage provoqué par des passeurs en Méditerranée, bilan 500 morts, un des plus lourds depuis des années selon l'Organisation internationale pour les migrants. L'actualité internationale, c'est avec Ndaïm Bossessi. 6 morts et 22 blessés dans l'effondrement d'une usine de teinture de textile au Caire ce dimanche. Un vice de conception a provoqué l'effondrement du toit de l'usine. Il est dû à la construction d'un 3e étage en violation du permis de construire qui ne prévoyait que 2 étages. Un des entrepreneurs et les propriétaires ont été placés en détention provisoire. Un naufrage provoqué par des passeurs a fait jusqu'à 500 morts en Méditerranée, un des plus graves depuis des années, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Le drame est intervenu lorsque les passeurs ont obligé les clandestins à changer plusieurs fois d'embarcation. C'est en ce moment que les passagers se sont rebellés, selon les témoins. Parmi les victimes, des familles avec des enfants. Plus de 44 millions de francs CFA que doit décaisser le Congrès américain pour lutter contre le virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Barack Obama doit préciser son plan d'action lors d'une visite au Centre de contrôle et de prévention des maladies à Atlanta. L'initiative pourrait comprendre l'envoi de nouveaux hôpitaux mobiles, de médecins et experts, du matériel médical ainsi que la mise en place de formations pour les personnels de santé locaux. Le virus contre lequel aucun traitement ni aucun vaccin n'existe a fait plus de 2400 morts selon les derniers bilans de l'OMS. Le dossier du jour à présent, il nous intéresse au fast-food mobile, une activité en plein essor dans la capitale sénégalaise et qui réussit plutôt bien aux gérants de ces commerces. Des gérants qui cependant disent ne pas disposer de papier du service d'hygiène, la faute à une méconnaissance de la procédure, une situation qui devrait changer très vite puisque le service d'hygiène en question annonce des visites dans ces fast-food mobiles d'ici la rentrée. Aminata Mbaresso, Adama Gueye et Youssou Baro.
À l'intérieur de cette camionnette, tout un dispositif préposé à la cuisson de mets variés, une véritable cuisine en miniature. Machine hamburger. Nous avons installé des machines pour hamburgers, des cuisinières et également des bonbonnes de gaz pour frire les pommes de terre. Les fast-food mobiles très en vogue en cette période, Pape Matar Diagne et Diarka Diagne, deux Sénégalais qui ont aussi investi le secteur. Les Sénégalais n'ont plus le temps de manger chez eux. Pendant certaines manifestations, on a noté qu'il y a une forte demande. Alors on s'est inspiré de cela pour installer ces fast-food ambulants. Espace, c'est aussi présentable. Les horaires sont définis en fonction du milieu. Les déplacements d'un point de vente à un autre sont accompagnés d'obligations. À chaque fin du mois, je paye des taxes à la mairie. Voici le ticket et je verse quotidiennement 200 francs à l'agent municipal. Les consommateurs apprécient, même si leur principale préoccupation reste l'hygiène. C'est pratique pour les élèves. Bon, c'est bien, mais juste c'est du côté de l'hygiène. En fait, il faut bien s'appliquer du côté de l'hygiène. La propreté, une tâche à laquelle le service d'hygiène s'attelle. Le certificat de salubrité, une obligation pour tout propriétaire. Les gardes-manger, l'état du milieu, le personnel. Si on se constate qu'il n'y a aucun manquement sur ces cas, on peut délivrer le certificat de salubrité. Même si certains dérogent à la règle, des sanctions sont prévues par l'article L75 du Code de l'hygiène. La sanction pécuniaire va de 9 à 18 000 francs, ce qui semblait un peu dérisoire par rapport à l'acte. Peu de propriétaires de ces fast-food mobiles sont régulièrement inscrits à la brigade d'hygiène de Dakar. Ce service annonce d'ailleurs une vaste opération coup de poing pour assainir le secteur. La page des sports que nous ouvrons avec du basket. Les rideaux sont tombés hier sur la Coupe du Monde de basketball avec le sacre des États-Unis sur la Serbie. Score final 129 à 92, soit 37 points d'écart. Victoire nette et sans bavure des stars de la NBA. Suivons le point avec notre envoyé spécial à Séville, Boubacar Kambeldian. L'hymne national des États-Unis retentit fort dans l'enceinte du Palacio Los Deportes de Madrid hier à l'issue de la finale de la Coupe du Monde de basketball masculin. Les Américains viennent de remporter le trophée mondial face à la Serbie, l'ex-Yougoslavie, sa principale rivale dans cette compétition. Score 129 à 92, 37 points d'écart. Ils peuvent jubiler ces Américains après une finale qu'ils ont dominée de bout en bout. Jubiler avec la coupe. Avec 5 titres mondiaux, les États-Unis rejoignent au palmarès la Serbie, l'ex-Yougoslavie, qui était la nation la plus titrée dans cette épreuve. Cerise sur le gâteau, 2 de ces joueurs figurent dans le 5 majeur, Kenneth Fariet de Denver et Kyrie Irving de Cleveland, aux côtés du Français Nicolas Batum, de l'Espagnol Pau Gasol et du Serbe Nikola Teodosic. Les États-Unis, encore sur le toit du monde en basketball masculin, ils conservent leur titre conquis en 2010 en Turquie. La Serbie, elle, n'a pas démérité. Elle renoue avec le podium mondial 12 ans après le dernier sacre de l'ex-Yougoslavie en 2002 en Grèce. La 18e édition de la Coupe du monde de basketball des garçons aura lieu dans 4 ans, en 2018. Le port autonome de Dakar veut réaliser une belle saison 2014-2015. Les protégés de Malik Daf espèrent jouer les grands rôles. Après quelques années de maintien en Ligue 1, ils seront dans la course au titre. Et pour ce faire, le club compte se renforcer avec de nouvelles têtes. Les détails avec le coach Malik Daf, interrogé par Chertidiane Dion et Diafar Abba. Je suis revenu au port, j'ai trouvé l'équipe en deuxième division. Je remercie le bon Dieu, j'ai eu la chance de faire remonter l'équipe en 2011-2012 sur une année.
En même temps, on est arrivé en demi-finale de la Coupe du Sénégal. Donc, on dit que le bilan c'est bien. L'année suivante, en première division, nous sommes classés 5e. On était à 3 journées de l'enfer, nous avons joué les premiers rôles. Et à la fin, on est classé 5e. L'année suivante, cette année, on est classé 4e. On a été premier des premières journées à la 10e journée. Après, on est descendu d'après la défaite contre le Djaraf. Bon, à la fin du championnat, on est classé 4e. Bon, c'est bien, nous sommes dans la bonne voie, on est dans la continuité. Maintenant, l'ambition pour cette année, c'est de faire mieux que l'année passée. Nous allons faire tout pour être parmi les 3 premiers. On va renforcer l'équipe, voir les secteurs qui nous manquent et essayer de faire tout pour avoir un rang. Inch'Allah. Et voilà qui met fin à cette édition que nous avons été ravis de vous présenter. Prochain rendez-vous de l'information, de tout en images à minuit. L'info qui continue sur votre site www.gfm.sn et comme tous les lundis, retrouvez à 21h votre magazine hebdomadaire sportif Sport à la Une avec la présentation Mampatou Ndoye et toute son équipe. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous de nous avoir suivis et excellente suite des programmes sur TFM. Au revoir.